Bonjour, nous voici au chapitre 14 du livre de l'Exode et voilà que Hachem dit à Moïse au verset 2 « Parle ainsi aux fils d'Israël qu'ils s'en retournent et qu'ils campent en face de Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, en face de Baal Tsephon. » Et voilà que les fils d'Israël s'engagent sur la route du désert. Alors ici, la question se pose, quelle est cette mer dont on nous parle? Et là, on a toutes les théories possibles et imaginables. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas de ce que l'on désigne aujourd'hui du nom de mer Rouge au sens strict. Ça supposerait d'abord de descendre très au sud du delta du Nil, en deçà du golfe de Suez, ce qui aurait laissé tout le temps à Pharaon pour rattraper le peuple sans aucune difficulté. Et puis, de toute manière, une telle traversée est tout simplement impossible, même à sec. Parce que, ne serait-ce qu'au niveau de l'Égypte, la mer Rouge, qui est une dorsale géologique qui sépare la plaque africaine de la plaque arabique, atteint des profondeurs de l'ordre de 1000 mètres à ce niveau-là, sur une largeur de 200 km qui conduisent aux montagnes arides du Hedjaz, qui débouchent elles-mêmes sur le désert complètement sec de la péninsule arabique. On est aux antipodes de la terre d'Israël, donc vraiment, la fameuse traversée de la mer Rouge en tant que telle, c'est-à-dire ce qu'on désigne aujourd'hui du nom de mer Rouge, on oublie. Alors maintenant, mer Rouge, dans l'Antiquité, ça désignait aussi le golfe de Suez. On ne faisait pas vraiment la différence. Alors là, bon, c'est autre chose. On est déjà sur des profondeurs beaucoup plus raisonnables, du fait, comme le montre très bien cette carte, qu'on n'est plus sur la dorsale de la mer Rouge, une dorsale qui s'ouvre, je vous le rappelle, à une vitesse moyenne de 15 mm par an, qui plonge beaucoup plus au sud, jusqu'à 2500 mètres de profondeur, là où émerge la lithosphère qui pousse et qui sépare les deux plaques. Le golfe de Suez, lui, n'est pas une faille, c'est ce qu'on appelle un rift intracontinental inactif et qui, de fait, ne dépasse pas les 200 mètres de profondeur. Donc, on se pose la question, est-ce que Moïse et le peuple aurait tout simplement traversé le golfe de Suez? Et dernièrement, en octobre 2014, une équipe d'archéologues sous-marins a précisément découvert au fond du golfe de Suez les restes d'une armée égyptienne de l'époque des pharaons à 1,5 km au large de la ville de Ras Gharib. Ils sont tombés par hasard sur un grand nombre d'ossements humains, des centaines d'armes et de morceaux d'armure, plus les restes de 2 chars de guerre datant, semble-t-il, du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Et on estime que plus de 5000 autres pièces pourraient être dispersées sur une zone beaucoup plus étendue, ce qui suggère qu'une assez grande armée a donc péri sur ce site. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au milieu de tout ça, on ne retrouve aucun reste de navire de la même époque. Donc, les chercheurs se sont posé la question, est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont emprunté ce passage à sec, à pied? Est-ce qu'on n'aurait pas découvert le site du fameux passage de la mer Rouge avec Moïse? Pourquoi pas? Sauf que, vu la masse d'eau à repousser, ça nous fait quand même un miracle de chez miracle. D'autant qu'à cet endroit, la traversée représente une trentaine de kilomètres jusqu'à l'autre rive, ce qui ne se franchit pas en seulement quelques heures, ni même en une seule journée. Surtout si on songe à une foule de quelques milliers de personnes qui marchent avec des enfants et des troupeaux. Or, vous voyez, le récit dit bien que le vent n'a soufflé qu'une seule nuit. Alors bon, maintenant, comment ces restes se sont-ils trouvés là, au fond du golfe de Suez? Bien, la solution est peut-être tout simplement qu'une armée
à traverser le golfe sur des barges, comme ça se faisait à l'époque pour partir en campagne militaire, et on peut imaginer que cette armée a essuyé une tempête d'une force suffisante pour la faire passer par-dessus bord avec armes et bagages. Tandis que les barges, elles, restaient flottées à la surface, tout l'attirail sombrait par le fond. Alors, bon, quoi qu'il en soit, la thèse de toute façon n'est pas recevable pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et donc, là encore, on oublie. Dans le même ordre d'idées, il faudrait au moins aussi mentionner la théorie de Ron Wyatt, qui est un chrétien de l'église adventiste du 7e jour, qui a trouvé dans les années 90 le même genre d'indice, mais cette fois dans le golfe de Aqaba, c'est-à-dire l'autre fourche de la mer Rouge. Alors là, on est vraiment sur le prolongement de la dorsale de la mer Rouge, mais qui sépare cette fois, en les cisaillant l'une contre l'autre, la péninsule du Sinaï et la péninsule arabique. Malheureusement, les arguments de Ron Wyatt ont été massivement rejetés, même par les membres de sa propre église, et en gros, le problème majeur reste le même que précédemment. Le temps que le peuple traverse toute la péninsule du Sinaï, eh bien, Pharaon avait tout loisir pour rattraper cette foule et l'exterminer comme bon lui semblerait. Donc, pour une troisième fois, on oublie. Quatrième théorie. Moïse et le peuple auraient cette fois traversé les lacs amers qui sont au nord du golfe de Suez. Alors cette théorie était très en vogue jusque dans les années 2000, d'autant plus que cette hypothèse semblait confortée par l'épisode de l'explosion du volcan Santorin dans la mer Égée vers 1500 ans avant notre ère. Alors lors de cette explosion, la Méditerranée a connu la plus grande catastrophe de son histoire. On a calculé que des cendres et des particules ont été expulsées sur une colonne de 36 km de haut qui se sont répandues grâce au vent dominant en direction du sud-est vers la Crète et vers l'Égypte. Alors à cause de ce nuage de cendres incandescentes, de nombreuses régions du pourtour méditerranéen ont été plongées dans l'obscurité pendant plusieurs heures et les scientifiques imaginent que ça pourrait bien avoir entraîné des phénomènes ressemblant aux 10 plaies du récit de l'Exode. En gros, la colonne de cendres et de scories acides retombant dans les eaux du Nil aurait contribué à le teinter en rouge. Les nuages denses opacifiant totalement l'atmosphère ont pu initier des chutes abondante de pluie et de grêle, mais une grêle non plus de glace, mais une grêle de cendres accrétionnées qu'on appelle des lapillis. Précipitations qui auraient suffi pour provoquer l'éclosion massive de toutes sortes d'animaux nuisibles, entraînant par suite l'apparition d'épidémies ravageuses. Alors maintenant, concernant les lacs amers, ces mêmes scientifiques ont fait des simulations qui sembleraient montrer que les vents générés par l'explosion du Santorin ont pu souffler jusque dans cette région. Leur violence aurait retenu l'eau au point de former une muraille de plus de 2 mètres de haut, ouvrant donc un passage avant de se refermer brusquement. Pourquoi pas ? Sauf que, d'une part, les plaies se seraient produites après le passage de ces vents, et quand bien même le peuple aurait pu profiter d'un tel phénomène, c'est tout de même assez invraisemblable, tant, encore une fois, la masse d'eau à déplacer est incommensurable. Et puis, il était facile, là, à l'armée de Pharaon de contourner l'étendue d'eau pour éviter de s'y embourber et attaquer le peuple de l'autre côté de la rive. Alors, à ça s'ajoute toute une série de contradictions qui font que cette théorie, aujourd'hui,
est abandonné. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste la théorie d'une traversée des eaux, cette fois complètement au nord de l'Égypte, avec deux lieux possibles, soit au niveau du lac Manzala, vers Port Saïd, soit plus à l'est, au niveau du lac Bardawil. L'un et l'autre sont des lagunes assez peu profondes, entre 1 et 3 mètres, et isolées de la mer Méditerranée par un cordon littoral. Et pour le coup, ces lagunes sont plantées de grandes étendues de roseaux, ce qui peut légitimer l'appellation de mer des roseaux, le fameux Yam Souf en hébreu. Alors, que dit cette théorie? Le cordon littoral peut supporter d'être traversé à pied. En revanche, il est très difficile d'y engager des chars, le défilé les oblige à avancer en file indienne, et il suffit qu'un seul s'embourbe pour bloquer toute la colonne armée. Et ici, pas question d'envisager un quelconque contournement. Donc, à tout le moins, passer par là relève déjà d'un plan tactique assez génial de la part de Moïse, ce qui suppose qu'il connaissait bien les lieux. Alors maintenant, qu'en est-il d'une possible traversée des eaux? Eh bien, en 2010, deux chercheurs américains, Carl Drew et Wen King Han, de l'Université du Colorado, ont découvert que dans ces lagunes, des vents de 100 km/h soufflant pendant 12 heures pouvaient creuser des eaux sur 2 mètres de profondeur au moins, suffisamment en tout cas pour pouvoir créer un passage long d'environ 3 km et large de près de 5 km. C'est là un phénomène physique et météorologique, semble-t-il, connu. Quand un fort vent d'est souffle de façon continue au bord d'un étang, d'un lac ou même d'un océan, eh bien, il pousse la surface de l'eau perpendiculairement vers l'ouest. Et le phénomène est connu en anglais sous le terme de wind set-down. Et donc, en Méditerranée, du côté du Moyen-Orient, les eaux se retirent sous l'effet de ces vents puissants, tandis qu'à l'opposé, par exemple dans le sud de la France, eh bien, ces mêmes vents ont tendance à faire monter la surface de la mer le long de la côte, au point que parfois, dixit Météo France, le Rhône a du mal à s'écouler. Quoi qu'il en soit, si on en revient au récit biblique, on lit précisément au verset 21 du chapitre 14 que Moïse étendit la main sur la mer et Hachem fit refouler la mer par un fort vent d'est durant toute la nuit. Ce qui correspond assez bien au phénomène du wind set-down. Du coup, comme les eaux sont peu profondes, eh bien ces vents ont créé le passage, qui est resté ouvert pendant environ 2 ou 3 heures, suffisamment en tout cas pour permettre au peuple de commencer la traversée de ces quelques kilomètres. Le reflux a commencé par l'ouest et a recouvert d'abord les assaillants qui étaient derrière, pendant que de l'autre côté, eh bien, le peuple terminait sa marche à pied sec. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite difficulté ici, on n'a relevé aucun vestige d'une quelconque armée enlisée, mais c'est peut-être tout simplement dû au fait qu'il y a ici des mouvements incessants de flux et de reflux, alors qu'au fond des mers, comme dans le golfe de Suez, eh bien, on n'a pas de tels remous, donc les vestiges restent sur place. Alors on peut se demander ici, mais est-ce qu'on peut encore parler de miracles? Mais oui, bien sûr, parce que les miracles ne consistent jamais à passer outre les phénomènes naturels. Ou alors c'est de la magie, comme les bâtons qui se transforment en serpents. Mais ce n'est pas le cas ici. Et on sait depuis des siècles, et ça c'est l'un des plus grands penseurs juifs, Maïmonide, qui le dit dès le XIIe siècle, on sait donc que Dieu opère les miracles en utilisant la création et jamais en la méprisant. Ce qui constitue ici le miracle, c'est donc précisément le moment providentiel où le vent s'est mis à souffler pour entraîner le retrait des eaux et permettre le passage du peuple.
Enfin voilà, en tout cas, quelques éléments pour nous aider à visualiser un événement dont on ne peut plus dire aujourd'hui que ce ne sont que des inventions romantiques, non. Un épisode miraculeux a bel et bien eu lieu, qui a marqué les consciences et qui est au fondement de l'expérience de la délivrance du peuple des fils d'Israël et du récit que nous lirons plus précisément la prochaine fois. Je vous remercie.